Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi d'être à vos côtés en ce mercredi 8 janvier. Quelle est l'actu du jour? La réponse dans ce sommaire. Nous débuterons cette édition par les vœux à la presse de la SBM. On écoutera dans quelques instants le président délégué de la Société des Bains de Mer nous présenter les projets 2025, que ce soit à Monaco ou à l'international. Nous reviendrons sur la victoire de la Roca Team en 8e de finale de Coupe de France. Nous irons au musée d'anthropologie préhistorique pour y suivre une conférence sur l'étude de l'évolution des maladies depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. Notre invité sera aujourd'hui un auteur prolifique de bande dessinée avec la présentation de 2 tomes, Ligne Maginot et Juste parmi les nations, 2 BD relatant la Seconde Guerre mondiale dans le sud-est de la France. Et nous finirons par la rubrique Ceux qui font Monaco avec aujourd'hui un focus sur le dépôt-vente de luxe, le dressing. En ce début d'année, les différentes institutions de la Principauté effectuent leur traditionnelle cérémonie des vœux à la presse. Aujourd'hui, c'était au tour de la Société des Bains de Mer. Christine Dapoty y a assisté, l'occasion de faire un point sur les perspectives d'avenir pour ce groupe coté en bourse. Écoutez à ce propos Stéphane Valéry, le président délégué de la SBM. Tout d'abord, bien sûr, c'est l'ouverture dès le 16 janvier au public, donc du restaurant Marlowe, notre restaurant british à l'esprit britannique, donc sur l'extension en mer, sur Maréterra, avec un all-day dining de 8h30 du matin à minuit. Et puis on poursuivra avec beaucoup d'innovations, de modernisation du Monte Carlo Beach, avec des marques internationales de premier plan qui vont nous rejoindre, avec une modernisation, une rénovation complète de notre restaurant principal et de la piscine. On va ouvrir un cigar club pour nos clients au printemps. On va ouvrir les caves totalement rénovées de l'hôtel de Paris. Un parcours incroyable que nous allons offrir à nos visiteurs dans ces caves qui sont les premières caves privées du monde. Et puis on va continuer à se développer à l'international puisque nous avons l'objectif d'ouvrir à la fin de l'année un restaurant Monte Carlo Club, donc 1863, à Dubaï pour notre premier restaurant à l'étranger. Et enfin, nous allons continuer le travail sur la rénovation complète de l'hôtel du Palace qu'on a racheté à Courchevel, pour une ouverture qui, elle, n'interviendra, compte tenu des travaux considérables pour en faire un des plus beaux palaces de montagne en Europe. Donc, en fait, ça sera pour Noël 2026, mais 25, c'est beaucoup de travaux déjà engagés dans cet hôtel. En bref, la Roca Team s'est qualifiée hier pour les quarts de finale de la Coupe de France en battant Blois, qui évolue en Pro B, 99-84. Une rencontre sans Mike James, Nick Calates et Donatas Moteyunas, tous 3 au repos. Prochaine rencontre en Euroleague ce jeudi, 19h, salle Gaston Médecin contre Barcelone. En football, la SMFC se déplace ce vendredi à Nantes pour la 17e journée de Ligue 1. Monaco 3e au classement, Nantes 16e. Les Monégasques affichent un bilan de 2 victoires sur les 8 derniers matchs. Adi Hütter est revenu sur la dynamique actuelle du club. We have to respect that in the beginning of the season we started really well, like a gun. Good results, good performances, but also we have to respect that we have in this season a third competition with the Champions League. We have a young team. There's also a process, a development. For sure, at the moment, we also faced some big opponents like Arsenal. Everybody knows it. I don't want to count it. What is a little bit, what can I say? We are not so happy or unsatisfied that we have in these big games, especially maybe in Marseille or in Nice or at home against Benfica, that we had 1 victory. Then it looks like for me a little bit different. But yeah, this is a process. This is what can I say? A situation we are not 100% happy, but also fact is that we are at the table on the 3rd place, that we are close to the knockout stage in the Champions League. We are in the next round. Okay, it was not a big game against Union Saint-Germain, but we also were happy to win this game. But we are on the track, but we have to come back to our best performances, also to have some clean sheets and to score goals and to bring better performance. I'm totally agree with you. Ce mardi, le musée d'anthropologie préhistorique de Monaco a accueilli le docteur Philippe Charlier, spécialisé en paléontologie, pour une conférence sur l'étude de l'évolution des maladies depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. Reportage de Gaëtan Lebrun et Alexandra Marangoni. Invité pour la première fois à Monaco, l'éminent chercheur Philippe Charlier a donné une conférence sur la paléopathologie, cette science qui permet de concilier la médecine légale et l'archéologie.
L'objectif de cette conférence, informer et vulgariser sur le rôle de la paléopathologie quant au développement des maladies. C'est une façon de faire parler les morts, non pas avec une boule de cristal, mais avec tous les outils de la médecine, de la biologie. C'est comme si on faisait passer un scanner, une prise de sang et tous les examens de microscopie à des squelettes, à des momies ou à des reliques qui sont au contexte ancien. Ça nous permet de dire à tel endroit il y avait telle maladie, cette maladie a évolué au fur et à mesure du temps et ça nous permet, en regardant dans le passé, de prévoir quelles vont être les maladies du futur ou les formes futures de maladies qu'on connaît déjà. La tuberculose de la préhistoire, la tuberculose du XVIIIe siècle n'est pas la tuberculose actuelle et n'est pas non plus la tuberculose de dans 50 ou 100 ans. À l'occasion de cette conférence, 2 sujets d'études ont été présentés au public. Tout d'abord Lucie, un crâne d'Australopithèque découvert il y a 50 ans, et enfin le corps du peintre Pablo Picasso. Les patients, c'est Lucie, la plus ancienne, 3,18 millions d'années, qu'on a coétudié avec Yves Coppens, et le patient le plus récent, c'est Pablo Picasso, qui est mort en 1973. Ça fait un large spectre, et parmi tous ces patients, il y a l'homme de Cro-Magnon, il y a les enfants de Toutankhamon, il y a Richard Cœur de Lion, Louis XI, Charlotte de Savoie, Saint-Louis par exemple, plein de patients. À l'issue de ce symposium, le docteur Philippe Charlier en a profité pour annoncer son prochain sujet d'étude, les catacombes de Paris, où plus de 12 millions de crânes ont été retrouvés récemment. On change de musée, clap de fin pour l'exposition Mission Polaire au musée océanographique. Cette exposition immersive a fermé ses portes ce dimanche après avoir accueilli plus d'1 700 000 visiteurs depuis son ouverture au mois de juin 2022, dont 27 000 scolaires. Mission Polaire a été conçue pour éveiller les consciences concernant l'Arctique et l'Antarctique, dont le réchauffement climatique est 2 à 3 fois plus intense que dans le reste du monde. Un nouveau programme thématique dédié à la Méditerranée sera lancé au printemps avec entre autres la nouvelle exposition Méditerranée 2050 proposant un voyage spatio-temporel dans la Grande Bleue. Une info pratique à présent. Le gouvernement princier annonce l'ouverture des inscriptions en ligne 2025-2026 pour les écoles primaires et secondaires de la Principauté. Les démarches sont accessibles depuis le portail monguichet.mc dans la section éducation. Et pour tout renseignement, vous pouvez contacter la direction de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports au 98 98 95 99 et par mail denjs@gouv.mc. Passons à notre invité, un auteur de BD prolifique édité par Plein Vent, une édition monégasque. Yvan Bertorello, bonsoir. Bonsoir Fabien. Nous vous avions reçu il y a quelques années dans ce journal, parce qu'à l'époque vous aviez sorti une BD sur Sainte-Dévote, c'était en 2022, et depuis il s'en est passé des choses avec plusieurs BD, notamment le tome 2 de Lynn Maginot et le tome 2 de Juste parmi les nations aux éditions Plein Vent, avec un point commun, ce sont des narrateurs de notre époque qui racontent une histoire pendant cette période sombre, qui est la Seconde Guerre mondiale. Parlez-nous de ces 2 BD. Alors effectivement, il s'agit de plusieurs séries que je développe avec la même équipe et différents dessinateurs. La Lynn Maginot, c'est une série dont le tome 2 vient de sortir et qui commence dans notre région, à Menton, à Roquebrune-Cap-Martin, qui se développe en direction de la Belgique. Le tome 2 vient de sortir. L'autre série, c'est Les Justes parmi les nations. Ce sont les non-juifs qui ont caché et sauvé des juifs au péril de leur vie. Et les 2 premiers tomes se déroulent évidemment dans notre région, dans les Alpes-Maritimes. Le 3e tome probablement va se dérouler dans une autre région et on envisage un volume spécial sur la Principauté de Monaco puisqu'il y a eu des gens, des justes à Monaco qui ont caché et sauvé des juifs au péril de leur vie. Et pourquoi ces BD, là, en ce qui concerne les 2 tomes dont on a parlé, là, pourquoi ces BD? Qu'est-ce qui vous intéresse notamment sur cette période, la Seconde Guerre mondiale dans le Sud? Moi, je suis intéressé par les questions historiques et mémorielles. Et cette question des justes parmi les nations, ça me semblait judicieux de faire connaître cette question au grand public, et en particulier à la jeunesse. Comme tout le monde le sait, les jeunes ne lisent plus de livres d'histoire, de biographie, de littérature classique, alors que la BD est encore très à la mode, même parmi la jeunesse. Et ça me paraissait vraiment utile de développer une série sur les justes parmi les nations, surtout actuellement quand on imagine que l'actualité nous fait penser à ces personnes courageuses qui ont caché et sauvé des juifs au péril de leur vie. Et comment vous avez procédé justement pour recueillir tous ces témoignages de justes et puis de juifs qui ont été sauvés ?
Alors, lorsqu'on développe une série aussi sérieuse que Les Justes parmi les nations, on ne peut pas. Il ne s'agit pas d'une BD Wikipédia. Il faut se documenter, il faut lire, il faut rencontrer les témoins. Malheureusement, il n'y a plus beaucoup de témoins, mais on rencontre les descendants des témoins, soit des familles juives, bien les enfants et les petits-enfants des gens sauvés, soit les descendants des Justes qui ont caché et sauvé. Mais évidemment, une série aussi sérieuse que Les Justes parmi les nations ne pouvait pas se faire sans le soutien moral de Yad Vashem. Yad Vashem, c'est une institution officielle de l'État d'Israël qui est répartie dans tous les pays d'Europe. Et là, on travaille avec le comité français pour Yad Vashem qui établit la liste justement de ces personnes courageuses qu'on appelle les justes parmi les nations. Et vous n'êtes pas tout seul, hein. Il y a plusieurs personnes entre les dessinateurs, vous qui concevez l'histoire, c'est toute une équipe. Alors, une série aussi ambitieuse que Les Justes parmi les nations ne peut pas se faire tout seul. C'est toute une équipe avec des scénaristes, dessinateurs, coloristes, et c'est le cas pour cette série Justes parmi les nations. Les auteurs sont bien connus parce que ce sont des auteurs avec lesquels j'ai déjà réalisé d'autres bandes dessinées. Les gens qui nous lisent nous connaissent bien. Évidemment, je peux pas ne pas les citer. Les deux dessinateurs, David Ballon, qui nous a rejoints. Le premier dessinateur est allé évoluer vers d'autres projets. Éric Stoffel, Serge Scotto, Michel Espinoza, Frédéric Alali. Donc c'est toute une équipe qui nous permet de développer une série ambitieuse. Et vous étiez au Festival d'Angoulême l'année dernière et vous y serez aussi en janvier là pour le prochain festival. Alors, des auteurs de BD ne peuvent pas rater ce rendez-vous international qui est le plus grand rendez-vous de la bande dessinée, le Festival d'Angoulême. Et effectivement, nous y serons encore cette année. Nous aurons d'ailleurs une exposition au musée de la déportation et de la résistance à Angoulême. On va se partager entre Aurélien Bédéno, qui est l'auteur de la BD, la série sur la ligne Maginot. Il va y avoir Éric Stoffel, moi-même, probablement un autre co-auteur. On va se disperser un peu dans les différents lieux du Festival d'Angoulême pour être efficace et dédicacer nos différentes bandes dessinées. Et parmi les projets concernant Monaco, vous l'avez évoqué, le tome 3 de Justes parmi les nations avec une famille monégasque qui a aidé à cacher comme ça des Juifs. Il y a aussi d'autres liens avec la principauté ? Alors avec Cédric Fernandez et puis Arnaud de Lalande, avec lesquels j'avais déjà fait la BD sur Notre-Dame de Paris, et Stéphane Bern, nous sortons au mois de juin une bande dessinée sur Monaco qui se fait de façon très étroite avec Thomas Fouilleran, qui est bien connu, qui est le directeur des archives princières. Absolument. Donc cette BD sortira au mois de juin, je crois, et on a un projet aussi avec les Carabiniers du Prince sur l'histoire de ce corps d'élite, les Carabiniers du Prince de Monaco. Mais écoutez, on reviendra en tout cas sur les sorties des prochaines bandes dessinées concernant la principauté. Yvon Bertorello, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci Fabien. Et puisque l'on a parlé des Justes parmi les nations, une exposition consacrée au 80e anniversaire de la libération de Monaco est visible jusqu'au 31 janvier dans le hall du ministère d'État. Exposition couvrant la période d'août 44 à décembre 44. Reportage d'Émilie Flamin et Olivier Bonello. Documents inédits, photographies, procès-verbaux, correspondances, autant d'archives qui retracent la vie de Monaco du 3 au 28 décembre 1944. Parmi elles, 2 témoignages clés. Nous avons eu comme fil directeur, comme récit, parce que c'est toujours précieux d'avoir un témoignage, 2 récits qui sont ceux du docteur Drouard, Jean Drouard, donc docteur à l'hôpital de Monaco, donc témoin de première main, puisqu'il a soigné des blessés, et de Jean de Flacieux, donc étudiant en classe préparatoire, et qui également, dans son journal, nous donne un récit de ces événements qui nous a permis de reconstituer le fil de ces journées particulières, qui sont celles du mois de septembre. Une exposition qui a demandé un gros travail de documentation, mais aussi de synthèse pour les historiens. Il y a évidemment dans cette exposition des documents d'archives bruts qui permettent aux visiteurs d'avoir une lecture directe et sa propre interprétation. On a essayé aussi parfois de
de le guider dans sa compréhension du Monaco de l'époque et notamment en cartographiant l'histoire. Évidemment, l'histoire est liée à la géographie et on comprend mieux ce qui s'est passé quand on voit les lieux. Et donc nous avons voulu notamment, après cette journée du 3 septembre, il y a une sorte de positionnement des différents groupes de la résistance dans différents hôtels qui avaient été réquisitionnés et qui deviennent donc le siège de différentes factions, de différentes tendances de la résistance. Une exposition créée pour les 80 ans de la libération de Monaco, avec pour ambition la mémoire. C'est un devoir, un travail de mémoire, un travail d'histoire. Voilà, le tout est complémentaire. Bien évidemment, le passé est le passé, mais le passé, évidemment, nous donne des clés pour lire le présent. Le ministère d'État accueille cette exposition jusqu'au 31 janvier 2025. Retrouvons à présent notre chronique consacrée à ceux qui font Monaco. Christina Petit nous emmène cette fois du côté de la piétonne. Christina, vous nous proposez une démarche éco-responsable et économique. Qui n'est pas friand de faire des bonnes affaires? Alors aujourd'hui, nous vous emmenons dans une petite boutique située rue des Orangers, le dressing. Et vous allez voir, mesdames, vous avez de quoi vous faire plaisir, mais vous aussi, messieurs. Cette boutique ici, c'est la boutique un peu plus casual. On a un peu des petits prix. On a des jeans, des accessoires, des lunettes de soleil, des petits sacs à main. Et on a aussi un coin homme. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver chez les hommes? Alors, chez les hommes, on a des pulls, des chemises, des costumes, aussi des chaussures, des sacs et des vestes. C'est la patronne, Hélène, qui a créé la boutique il y a 20 ans déjà. Et celle-là de rue des Orangers, c'était la première boutique. Et puis elle a ouvert les deux autres à rue Princesse Florestine. Dans cette boutique ici, on vend à partir de petites marques jusqu'à des grandes marques comme Dior, Fendi, Louis Vuitton. C'est vraiment à partir de 50 € jusqu'à 1000, 2000 €. Et si on a des affaires à vendre, on peut vous les amener? Bien sûr, vous pouvez nous amener. Il faudra juste prendre rendez-vous et on fait le tri des affaires qu'on ne prend pas. Et puis on les vend et on vous paye. Et je vous propose à présent que l'on se retrouve rue Princesse Florestine pour y rencontrer la maîtresse des lieux, celle par qui tout a commencé. Ça fait 25 ans de ça. Et à l'époque, quand ils arrivaient au magasin, ils me disaient comme ça, oh, mais c'est des choses déjà portées. Ils trouvaient ça vraiment anormal. Mais maintenant, 25 ans après, c'est devenu la mode. Comment est née cette idée justement il y a 25 ans alors que ce n'était pas encore très répandu? Avec les copines, on se changeait un peu les vêtements. Après, il y avait des gens qui voulaient peut-être le vendre, se faire un peu de l'argent de côté. Et on faisait ça à domicile, en buvant une coupe de champagne ou un peu de thé. Ici, c'est très Chanel, Dior, Valentino, des choses plutôt très habillées. Et beaucoup de sacs Hermès, comme vous pouvez voir, et beaucoup de Chanel. À la boutique à côté, on a beaucoup de choses pour le soir. Robes longues, très habillées. Ouais. Et alors, comment vous vérifiez l'authenticité? Mais je pense qu'on a un peu l'habitude au bout de 25 ans aussi. Et si on a un doute sur quelque chose, on le fait vérifier d'office. Ça, c'est vraiment très important. C'est le base de tout. On travaille en confiance et ça me fait plaisir. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les 25 prochaines années? La retraite. Pas encore, mais au bout de 25 ans, c'est quand même, on commence à réfléchir, mais c'est trop sympathique. Mes meilleurs moments, je les passe au magasin ici, avec tout le monde, mes filles et les clientes tellement sympathiques. Alors vous l'aurez compris, si vous aussi vous souhaitez faire des bonnes affaires, et bien maintenant vous connaissez les deux adresses, rue des Orangers et rue Princesse Florestine, pour retrouver le dressing qui vous accueille du lundi au vendredi de 10h à 19h et le samedi de 11h à 19h.
Les photos de fin de journal sont dédiées aujourd'hui à ce qui est une tradition pour les jardiniers au mois de janvier, la taille des rosiers. Sachez que vous retrouverez à ce propos un reportage dans l'édition de jeudi à la roseraie Princesse Grasse. Juste après les photos de fin de journal, la météo de Crescinda Petit. Quant à nous, on se retrouve jeudi 19h. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Au revoir. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service. Bonsoir à tous. Et bien demain la météo sera plutôt lumineuse. Quelques nuages le matin, du beau temps l'après-midi, des températures assez douces puisqu'elles seront comprises entre 10 et 17 degrés. Et puis sinon demain nous souhaiterons une bonne fête à toutes les Alix. Née en 1576, Sainte Alix était une créatrice d'école. Elle fut béatifiée en 1947 par Pie XII. C'était la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service.